Bonjour à tous, je m'appelle Kimi Star, je suis actrice et animatrice ivoirienne et camerounaise et je suis ravie de vous accueillir pour ce premier numéro de votre podcast Proudly African by Premier Bet. Et notre premier invité pour ce premier numéro, on démarre fort, c'est une légende, Didier Drogba, bonjour. Bonjour. Ravi de vous avoir aujourd'hui. Je le disais, vous êtes une légende du football africain et mondial. Merci. Et ma première question, tout de suite, on va démarrer assez rapidement. Ma première question, qu'est-ce que ça fait d'être une légende? Je ne sais pas. Je ne sais pas parce que je ne me considère pas, je veux dire, je me considère pas comme une légende. Je me considère comme quelqu'un qui a eu la chance de vivre son rêve de gosse et qui a aussi eu la chance de pouvoir faire lever des foules et vivre des moments intenses et découvrir le monde grâce au football. Donc, au final, c'est moi qui suis redevable, c'est moi qui considère le football comme une légende dans ma vie. Plus que l'inverse. Oui, vraiment. Mais vous savez quand même que à l'étranger, quand on dit qu'on vient de la Côte d'Ivoire. Oui, ça me fait vraiment plaisir, ça me touche énormément. C'est une forme de reconnaissance, c'est une vraie reconnaissance. Et j'en suis fier quelque part parce que c'est vrai que c'est le sportif qui est dans un premier temps mis en avant, mais c'est surtout l'homme ensuite qui prend le dessus sur le sportif, et ça c'est ma plus grande fierté. Maintenant, de là à dire que oui, je suis une légende, blablabla, franchement non, c'est pas dans mes habitudes. D'accord, très bien. Alors construire un parcours comme le vôtre, pardon, ça se construit. J'aimerais qu'on retourne un peu dans votre enfance. On est à Abidjan aujourd'hui, dans votre pays, le pays qui accueille la CAN cette année, en ce moment même. Racontez-moi un peu à quoi ressemblait votre enfance. Mon enfance ici, j'en ai de vagues souvenirs, surtout jusqu'à 6 ans, l'âge auquel j'ai quitté la Côte d'Ivoire pour la France, pour aller vivre avec mon oncle, sans mes parents. Mais c'était une enfance paisible, entourée de mes deux parents. Je traînais souvent le midi avec ma mère sur le parvis de la BCC au plateau. Oui. On déjeunait ensemble là-bas souvent. Donc j'ai toujours ces petits souvenirs là qui me reviennent surtout quand je vais au plateau. Et donc c'était ça jusqu'à mon départ pour la France. Et ensuite, une fois en France, c'était la découverte d'un nouvel environnement, d'un nouveau cadre de vie, d'une nouvelle famille entre guillemets, parce que c'était mon oncle et ma tante maintenant qui s'occupaient de moi comme mes parents. Et ça a été, je pense, c'est à cette période-là que j'ai reçu les bases de mon éducation de manière complémentaire à ce que faisaient mes parents aussi. Donc, je pense que tout est parti de là, en fait. Partir comme ça très jeune du continent pour aller vivre en Europe, ça me fait penser, en même temps, on est en train de faire un podcast qui s'appelle Proudly African. Est-ce que ça a été compliqué ou difficile de s'adapter? En fait, ce qui est difficile dans un premier temps, ce n'est pas de quitter le continent pour aller sur un autre continent. Ce qui est difficile, c'est de quitter ses parents à l'âge de 6 ans. Ouais. Je sais pas si vous avez des enfants. Pas encore, mais à l'âge de 6 ans, laisser votre fils partir à plus de 6000 kilomètres de chez vous, c'est un sacré déchirement. Tant pour la mère et le père, certainement, mais pour l'enfant qui vit ça. Même si, pour moi, à l'époque, c'était waouh, je vais découvrir la France et tout, mais tu ne réalises pas à cet âge-là, on ne réalise pas à cet âge-là l'impact que peut avoir la distance. Et à l'époque, il n'y avait pas de téléphone portable, il n'y avait pas Facebook, il n'y avait pas Instagram, il n'y avait pas tous les réseaux sociaux pour être in touch à chaque fois avec tous les membres de la famille, même si on est à l'autre bout du monde. Donc ça a été difficile, mais je pense que c'est quelque chose, c'est une expérience qui m'a formé, qui m'a servi, puisqu'ensuite j'ai été capable de m'adapter très rapidement. À chaque fois que je déménageais, j'ai eu une adaptation qui s'est faite assez rapidement. Et lorsque je changeais de club, ça m'a beaucoup aidé aussi. Ça m'a aidé à très rapidement m'acclimater.
Et c'était quoi, du coup, les rituels pour garder le contact? C'était les appels? C'est des appels pas fréquents, une fois par mois, une fois tous les 2 mois, si le téléphone passe, si Bah, la ligne est bonne. c'est vrai. Ou Des lettres sinon, aussi, les lettres. peut-être, oui. Voilà, les lettres. C'était ça. Avec des dessins, je Avec suppose. des dessins, avec beaucoup de fautes d'orthographe et tout, mais avec, voilà, c'était authentique. Vous en avez encore, vous? Quelques-unes, oui. Oh, c'est beau. Ça doit être Quelques-unes, beau. oui. Alors, dites-moi, à quel moment dans ce parcours-là, du coup, s'intègre la passion du foot? Je pense que la passion du foot vient déjà parce que mon oncle, lorsqu'il rentre, il vit en France et lorsqu'il rentre de temps en temps en Côte d'Ivoire pour rejoindre l'équipe nationale, il passe quelques jours avec nous et là, je me dis, waouh, c'est un sportif de haut niveau, il représente son pays et waouh, il m'inspire. Ensuite, il va jouer en France. Alors, pour ceux qui ne savent pas, votre oncle, c'est Michel Goba, il a joué en équipe nationale, il était dans le groupe de Côte d'Ivoire 84 lorsque la CAN a été organisée ici. Donc, c'est ça et ça vient tout doucement. Et lorsque j'arrive en France, j'assiste pour la première fois à un match dans un stade Ok. et là, je vois l'interaction entre les gestes et les différents mouvements des joueurs et le public. Et c'est là que j'ai le déclic. C'est là que je me dis, waouh, quand je serai grand, c'est ce que je veux C'est ce que faire. je veux faire. Je veux faire vibrer les gens. Et tout est parti de là. Et à 11 ans, je signe ma première licence dans un club. Donc, je joue pour la première fois dans un club structuré en France, à Dunkerque, dans le nord de la France. Vous vous souvenez de quel stade c'était, ce premier match en stade qui a fait naître une vocation? Oh mon Dieu, non, je me souviens pas du nom du stade. Mais c'était à Angoulême, je crois. À Angoulême. Ou à Brest. Ouais, Angoulême ou à Brest. Très bien. Et donc, vous êtes inscrit en club, vous commencez à 11 ans. Oui. Et c'est quoi la suite du parcours? Je commence à 11 ans au poste d'arrière droit et donc je suis très porté vers l'avant. Je suis quelqu'un d'ambitieux que je veux marquer, je veux être décisif, donc je suis porté vers l'avant. Donc je reviens comme sur mon pied gauche souvent et étant petit, mon idole était Maradona, donc je travaillais beaucoup mon pied gauche, Pour je le refaire mimais un en peu fait, quoi. le Je geste, voulais tout à fait. mimer Maradona, même si j'avais pas les mêmes qualités, mais j'essayais et ça m'a servi plus tard. Et un jour, mon oncle vient me voir jouer, il me dit, mais qu'est-ce que tu fais à ce poste? Je dis, bah, c'est le coach qui m'a mis là, parce qu'il n'y a pas d'autre place. Il me dit, non, chez nous, on joue avant-centre. C'est une affaire de famille. C'est une affaire de famille, donc, mais je pouvais pas aller voir le coach et dire au coach, bon, maintenant, je vais jouer avant-centre. Dans ma famille, on joue avant-centre. Donc, du coup, j'ai laissé passer, je suis resté arrière droit, et puis on a déménagé, on s'est retrouvé dans une autre ville. Et là, lorsque je m'inscris dans le nouveau club, on me demande quel poste tu joues, j'ai menti, j'ai dit, je joue avant-centre. Et c'est passé? C'est passé, mais je n'avais jamais joué avant-centre. Et cette saison-là, j'ai mis plus de 40 buts. Wow. Et voilà, et donc c'est parti. Voilà. Donc c'était pas un mensonge, c'était une prophétie, on va dire. Prophétie, on va dire ça. Une prophétie qui démarre par un mensonge, c'est chaud quand même. Non, mais je veux dire, vous avez annoncé les choses qui arrivaient. Peut-être. Vous avez déclaré ce que vous vouliez. Ça. Très bien. Et est-ce que vous auriez souhaité être en académie? Est-ce qu'à l'époque, déjà, il y avait des académies, des clubs de formation ici en Côte d'Ivoire? Non, j'ai pas le souvenir qu'il y avait des centres de formation ici en Côte d'Ivoire. J'ai eu l'opportunité d'intégrer des centres de formation en France, mais mon père n'a jamais voulu. Il faut savoir que mon père n'a jamais voulu que je joue au football parce que pour lui, à l'époque, c'était pas un métier. Malgré la carrière de l'oncle? Malgré la carrière de l'oncle, parce que la carrière de l'oncle a été semée de blessures, de difficultés. Il a beaucoup joué en deuxième division. Les salaires à l'époque, c'était pas les salaires d'aujourd'hui, donc et il a dû arrêter sa carrière à cause d'une blessure. Donc mon père étant très prévoyant et faisant très attention à ça, étant très très juste et dur aussi, a voulu m'éviter certaines déconvenues que mon oncle a vécu. Donc il a tout de suite dit non, moi c'est l'école, et vu qu'il n'a connu lui son succès, sa réussite que par les études, donc pour lui c'était le chemin à suivre, et je le remercie d'avoir insisté, même si à l'époque je comprenais pas et que je lui en ai beaucoup voulu. C'était difficile? C'est difficile parce que lorsque tous les recruteurs de France
sont prêts à vous accueillir dans leur On centre. parle de quel centre? On parle de quel... Des centres de formation, de clubs. Et puis j'étais à deux doigts aussi d'intégrer euh, l'INF de Clairefontaine. Ok. C'est qu'à l'INF, c'est l'élite vraiment du football français qui se retrouve là-bas. Beaucoup des grands joueurs de Dont l'équipe nationale Thierry sont passés Henry, par là. William Gallas, Nico Anelka, et j'en passe encore. Toutes les grandes Et donc, stars françaises qui ont été championnes de France et donc et qui font Clairefontaine vous partie de ma approche génération. et papa dit non. Oui, parce qu'il dit qu'il m'a pas envoyé en France pour jouer au football, mais pour les études. Mhm. Donc c'est très clair, ça me met un coup au moral, parce qu'à 13 ans, j'ai quand même, je commence à avoir clair, et bien sûr, prétentieux que je suis à cet âge-là, sûr de moi, je vois déjà un avenir Mhm. dans le football, mais après, c'est important de suivre ce que disent les parents. Et donc, vous avez suivi ce que disaient les parents. Ah oui, oui. Jusqu'à quel âge? Jusqu'à mes 18-19 ans. Donc, 18-19 ans, vous êtes Je à jouais dans quel des niveau? clubs amateurs. Je Vous jouais jouez dans en des club clubs amateurs en amateur région parisienne, et en à parallèle Levallois-Perret, et en parallèle, je continuais mes études. des études en? J'ai fait un cursus classique, et ensuite je suis parti en milieu professionnel, en lycée professionnel. J'ai fait un bac pro comptabilité. D'accord. Voilà, et en fait, j'ai fait en sorte d'accommoder un peu mon programme pour que je puisse me concentrer à mon football, mais tout en gardant quand même les études parce que c'est important pour mes parents, mais pour moi surtout. Pour moi, donc j'ai fait en sorte de me donner les moyens de pouvoir accommoder un tout petit peu mon programme pour pouvoir vivre ma passion. J'entends que, je me trompe peut-être, mais j'entends que c'était important pour vous que vos parents soient fiers de vous. Comme tout enfant, Mm. comme tous les enfants du monde, les premières personnes à qui on veut plaire, ce sont nos parents. Je vois encore mon fils qui a à peine 10 mois. Dès qu'il nous voit, il essaie de se lever, il veut montrer qu'il peut y arriver. Et c'est ça, toute notre vie, c'est ça. On veut que nos parents soient fiers de nous. Donc, oui, on essaie de leur faire plaisir, on essaie de leur montrer qu'on est capable de se réaliser et de les rendre fiers. Parce qu'il y a rien de plus beau pour un enfant de voir ses parents fiers oui, de soi. Donc, rendre ses parents fiers et puis rêver la carrière de Maradona aussi. C'est ça. C'était un peu C'est compliqué, hein? c'est ça. C'était les deux moteurs de votre Les jeunesse. deux moteurs de ma jeunesse, en effet, oui. Et comment se passe le switch? À quel moment vous vous dites, bon, ça y est, je quitte la compta, je me lance dans le foot? Lorsque je reçois mon premier contrat professionnel et qu'enfin je sais que j'ai une certaine sécurité de 3-4 ans et que je peux m'engager et que je vais devoir m'engager de manière quotidienne dans ce métier. Donc là, oui, je décide de m'engager à fond et de mettre ensuite mes études de côté pour vivre pleinement de ma profession parce que ça devient mon métier. Ce n'est plus une aspiration, mais là, c'est une réalité, c'est mon métier. C'est un métier, un vrai métier, À part entière, oui. avec un contrat, Oui. un salaire et des horaires d'entraînement. C'est ça. Comment ça se passe du coup de basculer je pars en cours, je m'entraîne un peu les soirs, les week-ends de temps en temps, à je me lève le matin, j'ai un planning. Je suppose que c'est comme ça en club professionnel. J'ai un planning d'entraînement assez strict, un régime, je suppose aussi pour garder la forme. Comment ça se passe cette adaptation? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que je venais du milieu amateur, donc de Levallois-Perret, où je m'entraînais une fois, voire pas du tout la semaine. Et comme je faisais partie des meilleurs, donc le week-end, le coach m'appelait, s'il te plaît, viens, je mets mes 2-3 buts, je rentre chez moi, au calme, comme on dit. Et de là, je bascule et j'arrive dans un club professionnel où là, tu t'entraînes tous les jours. Tous les jours. Donc, mon corps, au début, ne suit pas. Mon corps a eu du mal à suivre. J'ai eu beaucoup de blessures. Vous avez quel âge à ce moment-là? J'ai 19 ans. Okay. Ce qui est tard, puisque à 20 ans, mes amis comme Thierry Henry sont eux champions du monde parce qu'ils ont suivi ils sont tour INF, enfin Clairefontaine, tout ça. Donc eux sont champions du monde en 98 et là où moi je suis, j'ai à peine vu les portes du professionnalisme et je démarre donc
J'ai eu des blessures, j'ai encore même les séquelles C'est vrai encore aujourd'hui? aujourd'hui. Oui, j'ai 2 broches dans chacune de mes pieds là. Aux chevilles? Oui, au 5e métatarse, c'est le doigt de Oui, pied, là, ok. voilà, sur le côté. Des 2 côtés, j'ai 2 Des broches. broches. J'ai eu la cheville cassée avec une grosse broche, une vis, un clou en fait, c'est une vis, une vraie vis Qui est encore dans votre cheville qu'on a vous l'avez qu'on a enlevé? enlevé avec le Ok. temps, mais tout ça a fait partie en fait de mon apprentissage du milieu professionnel et l'exigence du milieu professionnel où le corps est mis à rude épreuve de manière quotidienne et on vous en demande toujours plus, un peu plus chaque jour. Donc, il a fallu s'adapter à ça et il m'a fallu, moi, je pense, 3 ans pour Ah vraiment. oui, quand même. Ah oui, oui, oui. C'est pas venu. Les gens parlent de Didier Drogba, mais avant de devenir Didier Drogba, il y a eu Didier avec ses galères, avec son questionnement, ses doutes, sa force intérieure, et, 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 et voilà, et les aléas de la vie, comme vous en avez eu Bien dans votre sûr. parcours, comme les caméramans ici en ont dans leur parcours, comme j'en ai encore aujourd'hui. Euh, Vous commencez du coup une carrière pro à 19 ans. Est-ce que vous me dites vous-même, c'est un peu tard, techniquement. Oui. Il y a des métiers comme ça, que ce soit la Non, j'ai télé. signé professionnel à 21 ans. Ah oui, ciné professionnel à Ouais. 21 ans. Donc, de 19 à 21, j'étais stagiaire. Ok. Donc, ce sont des contrats d'1 an, de courte durée. Donc, à la fin de la saison, je peux être renvoyé du club. Donc, il y a cette incertitude. Mhm. Et surtout avec les blessures à répétition que j'avais, ils Oui, auraient on pu peut se perdre dire, confiance en moi en se disant, bon, il est ton fragile, corps suit pas. il n'a pas le profil. Sachant que derrière, il y a des joueurs qui poussent et qui performent. Donc, j'ai eu la chance d'avoir des encadreurs vraiment patients avec moi. Mais je pense que c'est aussi mon éducation et tout le respect que je leur ai donné pendant toutes ces années-là qui a fait que, au lieu de tout de suite prendre la décision de me faire partir, ils se sont dit, bon, on va lui donner une chance parce que bon, c'est un garçon bien. Voilà. Donc, ça aide de bien se comporter avec son entourage. Ça aide. Ça aide de bien se comporter avec son entourage. C'est important d'être apprécié. C'est important de donner du respect lorsqu'on en veut. Mhm. Lorsqu'on veut recevoir du respect, il faut au minimum donner ce respect-là. Sans attendre quelque chose en retour, mais c'est la moindre des choses. Et ça, c'est quelque chose de très précieux pour moi, que j'ai reçu de la part de mes parents et que j'essaie de transmettre à mes enfants. Donc, 21 ans, contrat professionnel, c'est tard. C'est Est-ce que tard. vous n'avez pas peur? Peur de quoi? Je sais pas, de se dire que ça va pas marcher, Ah comment oui, est-ce que oui, je vais me oui, oui. Ah oui, oui, retourner? plusieurs fois, parce que euh, mes parents sont venus en France en 1992. Et donc, ils vivaient à Levallois-Perret dans un 12 mètres carrés. Et donc, on était 6 dans un 12 mètres carrés. Mes parents ont fait le regroupement familial. Mon père a fait venir ma mère et mes frères et sœurs. Donc, on était tous ensemble. Ma mère était enceinte de son 6e enfant. Donc, on est dans un 12 mètres carrés, là. C'est la bagarre. Mon père dort dans le lit avec ma mère et mon dernier petit frère. Et nous, les 5 autres, on se bat pour dormir sur la natte par terre. Ça se bouscule, mais voilà, au moins on était ensemble à nouveau et j'étais content de retrouver mes parents. Mhm. Mes parents ont fait une demande de logement, donc on s'est retrouvés ensuite toujours dans le 92, mais dans un HLM, cette fois-ci à Antony, au Ah, Anthony. Bâconnet. Et, euh, et donc à partir de là, on avait une vie, disons, un peu plus classique. Mais mes parents travaillaient ma mère faisait des piges elle était femme de ménage. Mhm. Euh, et donc, j'allais l'aider dans les salles de gym à nettoyer excusez-moi du terme, le pipi des autres et tout, la sueur, tout ça, à nettoyer tout ça avec elle. Et le matin, pendant mes vacances scolaires, j'accompagnais mon père distribuer les prospectus dans les boîtes aux lettres à 5 heures du matin dans tout le Valais-Perret. Donc, ce sont des moments que j'ai vécus. Et lorsqu'on est aux portes du professionnalisme comme ça et d'avoir un contrat et que à tout moment on peut avoir une décision
défavorable qui vous dit bon, on vous garde pas et que vous allez retourner à la cité où mes amis ou nos voisins sont confrontés aux aux difficultés de la vie en cité. Il y a de tout, il y a de bonnes personnes, il y a de mauvaises personnes, il y a du banditisme, il y a de tout, il y a de tout. Et que retourner là-bas ne serait pas forcément une bonne chose pour moi. Donc, on se donne tout, on met tout en œuvre pour pouvoir réussir, même si ça n'aurait pas été un problème de devoir retourner là d'où je viens, entre guillemets, je me serais quand même battu pour réussir autrement. D'accord. Donc, la force de vouloir réussir à surmonter les peurs, finalement, à surpasser la peur d'échouer. La peur représentait ça Mhm. dans mon entendement et la confiance en soi représentait ça ou ça. Absolument. Mais le problème, c'est que le cerveau est fait de manière à mettre en avant les peurs et les craintes. Et donc, cette peur-là, elle était là pendant les 2 premières années où j'avais des contrats de durée d'1 an. Mhm. Euh, Lorsque j'ai signé professionnel, 3 ans ou 4 ans de contrat, on respire un peu, on se dit, bon, là, maintenant, je vais pouvoir travailler, les peurs vont disparaître, vont s'estomper, et je vais pouvoir donner la pleine mesure de mon talent. Et donc, ce premier club où vous signez professionnel, c'était Le Mans. Le Mans. Ensuite, vous partez à Marseille. Oui. C'est ça? Non, Hein? non, non. Non. Le Mans d'abord, en 2e division. Donc, je fais mes premiers pas professionnels. Je marque mes premiers buts. Pour la première fois, j'ai un maillot avec mon nom floqué au dos. Quel numéro? C'était numéro 21. D'accord. Avec mon nom floqué au dos, vous pouvez pas savoir ce que ça représente d'avoir son nom écrit sur un maillot dans le vestiaire comme ça qui nous attend. Là, on se dit, ouais, ouais. We made it. Ouais, I've made it. Like, de l'âge de 6 ans jusqu'à maintenant, à 20 ans, 21 ans, ça y est, je suis comme les autres maintenant. Mhm. Et là, on se dit, OK, le plus dur commence, mais au moins, on est là. On est là. Et donc, après, donc Le Mans. Le Mans, Guingamp. Guingamp en Bretagne, qui a été un club particulier pour moi parce que c'est le club qui me fait découvrir la Ligue 1 française. On a joué le maintien les 5 derniers mois, donc je suis arrivé en 2001, je crois. Donc on joue le maintien les 5 derniers mois, on arrive à se maintenir. Ce sont mes premiers matchs en première division. Je marque pour mon premier match en première division. Et, sur 12 matchs, je crois que je mets 3 buts. Ce qui pour moi était content, sachant que j'étais remplaçant en 2e division Mhm. et que j'arrive en première division, l'entraîneur me met titulaire. OK. C'est un... C'est un glow-up. Oui, mais c'est une vraie responsabilité. Parce que physiquement, je suis pas prêt. Mhm. Je ne suis pas prêt parce que je ne joue pas beaucoup. Et là, d'un seul coup, on me met titulaire. Donc, je finissais les matchs vraiment exténué, parfois avec des crampes. Et le coach m'en demandait toujours plus. Parce qu'il croyait en moi, il a vu le potentiel, il savait, il m'en demandait toujours plus. Et ça a été très dur de répondre à ces exigences. Mais une fois que j'ai pu intégrer tout ça, c'est passé, je dirais pas comme une lettre à la poste, mais j'ai commencé à prendre mon envol. La saison d'après, j'ai mis 17 buts en Ligue 1. Et de là, tous les grands clubs français s'intéressent à moi, dont Marseille. Non, Marseille. Et donc, ensuite, Marseille. Marseille, je signe 5 ans. Et au bout d'1 an, bah, je pars en Angleterre. Voilà, parce que ça a été une saison exceptionnelle, intense, dans tous les sens du terme, que ce soit dans ma relation avec les fans, que ce soit sur le terrain, avec mes différents buts et exploits. Et c'était mon club de cœur depuis tout petit. Donc, pour moi, j'ai réalisé un rêve de pouvoir jouer dans le club de Bernard Tapie, de Basile Boli, d'Antoine Bell, d'Abedi Pelé. Et je voulais être the next African to play there. Voilà. Et donc, je suppose que c'est autour de cette période-là qu'arrivent les gros chèques, les premiers gros chèques. Qu'est-ce que vous faites de votre premier gros chèque? Le premier? Le tout premier. Gros chèque? Oui. Ah, il était pas gros, hein? Ah! C'était il y a longtemps, il y a prescription. On peut parler des montants ou pas?
Le tout premier chèque où vous dites, ah ouais, quand même. Attendez, mon premier chèque était un chèque allez, 5 500 euros. D'accord. J'étais en deuxième division, ma première paye. Et qu'est-ce que vous en avez fait? Bien sûr, comme tout jeune homme hyper intelligent, très structuré, j'ai tout dépensé dans les fringues, De et belles tout. baskets. Les belles baskets, les belles Timberland, le bon blouson Scott, le bon 501 et tout. Et puis à la fin du mois, bah mince, on peut pas payer le loyer, Ah on zut. peut pas payer les factures d'électricité. Et puis un beau jour, pam, on te coupe le courant et puis tu dis mince, ah ouais, en fait ça coupe. Ah d'accord, ok, Ok. en fait voilà, faut On que va reset. on va reset, on reset et puis voilà, on apprend Mhm. la vie en autonomie, la responsabilité, et puis ça met du temps, mais ça vient, ça part, ça revient, et puis après on se structure et puis on évolue. Mais oui, à Marseille, forcément, quand on passe de la deuxième division et 2 ans et demi après, on se retrouve en première division dans le plus grand club français de l'histoire du football français. Forcément, oui, c'est un jump incroyable. Je me rappelle plus des montants, mais je me faisais chambrer par un kiné marseillais qui me disait Didier, tu es la plus grosse arnaque du football français parce que euh, Pourquoi? du jour au lendemain, comme ça, d'un un simple paysan breton se retrouve à Marseille, dans le sud de la France, en faisant x10, x15, x100, x50. Il me chambrait à chaque fois comme ça. Mais je lui répondais toujours que euh, le salaire est proportionnel à la qualité ou au talent du joueur. Oh, j'aime beaucoup. Le salaire est proportionnel à la qualité ou au talent. On rigolait, bien sûr, hein. On rigolait à chaque fois, mais ouais, c'est pour vous dire que tout travail mérite salaire, Mhm. toute progression mérite aussi reconnaissance. Et je pense que ce salaire-là, qui oui, pour moi, était énorme à C'est l'époque, c'était la reconnaissance de tout le travail que je fournissais, tous les efforts que je fournissais au quotidien pendant toutes ces années. Revenons à Abidjan, revenons en Côte d'Ivoire. Vous le disiez tout à l'heure, il y a 40 ans, Mhm. la CAN était organisée ici. Est-ce que vous en avez des souvenirs? Est-ce que vous y avez participé? Non, non. Les souvenirs que j'ai, je n'ai pas participé à ça, j'étais très jeune, très petit. Mais les souvenirs que j'ai sont des photos. Des Mhm. photos de l'album de mon oncle, où les éléphants avaient tous, c'était avec je crois, il y avait encore les Maisons Pascal à l'époque. Ils jouaient tous avec des foulards là attachés autour du cou. D'ailleurs, je me Ah demande oui, je me pourquoi. souviens de cette photo. Oui, Voilà. ça Les faisait shorts très, étaient hyper sexy. très On court. voyait des muscles très courts et tout. Les joueurs jouaient sans protège tibia parfois et c'était C'est notre des époque. monstres physiques. C'était une autre époque. Et voilà, ces photos-là m'ont permis de m'imprégner de l'ambiance, de l'atmosphère à l'époque. Et puis, quelques années après ça, c'est les souvenirs que j'ai pour moi, l'équipe nationale, c'est Chantal Taïba, c'est Gadji Seli, leurs chansons, ayo, ayo, ayo. Et puis Gadji Seli aussi. Bon, tout ça, vraiment, a créé des souvenirs forts en moi et qui sont restés ancrés et qui le sont encore aujourd'hui et qui m'ont orienté vers l'équipe nationale de Côte d'Ivoire Aussi. aussi. Et du coup, qu'est-ce que ça fait de recevoir la CAN à la maison? Vous voyez, vous me posez la question, les frissons me viennent. C'est fort. 40 ans après, il y a une petite déception, un petit pincement au cœur parce que j'aurais aimé que ma génération joue la CAN ici en Côte d'Ivoire C'est vrai? sur de telles pelouses. Elles sont magnifiques dans de Dans si beaux de si stades beaux stades. et dans une telle ambiance. On n'a pas eu cette chance. À chaque fois, on a été dans l'adversité à l'extérieur, que ce soit en Égypte, que ce soit au Gabon, que ce soit au Ghana. Même malgré le soutien de nos supporters, c'est pas la même chose que de jouer Que chez de jouer à soi. la maison. Et, et, euh, et malgré tout, on est fiers. Je suis très content parce que on a l'occasion de montrer au monde entier ce qu'est la Côte d'Ivoire. Où est la Côte d'Ivoire sur cette carte? Puisque les gens demandent souvent où est la Côte d'Ivoire. Maintenant, ils savent parce que oui, ils ont Drogba, mais on a aussi des stades, on a aussi des joueurs, on a aussi des personnalités ici qui font l'honneur de la Côte d'Ivoire partout dans le monde. Je parlais par exemple de Magic System, Absolument. qui est l'hymne avec leur chanson Magic in the Air, est l'hymne de la Coupe du Monde 2018, repris partout dans le monde. Et
voilà, on a plein de personnalités dans ce pays. Et aujourd'hui, grâce à cette CAN qu'on organise en Côte d'Ivoire, le monde entier sait maintenant où se situe la Côte d'Ivoire. Et on est d'accord, la coupe reste à la maison. On va tout faire pour que la coupe reste à la maison, même si on a mal débuté. Le plus important, c'est la fin. Tout à fait. De façon générale, qu'est-ce que vous pensez de cette compétition cette année? Mais c'est une très belle compétition. De façon générale, je pense que les retours, ce qui est intéressant, c'est d'avoir les retours des pays qui viennent ici, des supporters qui viennent ici, participent à cette CAN. D'un point de vue, je vais dire intérieur, puisque les équipes, les joueurs s'expriment par rapport à l'organisation de la CAN. Les supporters s'expriment aussi par rapport à cette organisation. Et les retours sont plutôt positifs. Donc, on est vraiment très content de voir ça. Vraiment. Est-ce qu'il y a des équipes ou des tournures de matchs qui vous ont surprise? Oui et non. Parce qu'il y a des favoris dans une compétition. Il y a toujours des favoris qui arrivent avec beaucoup d'assurance, de confiance. Mais il y a toujours des outsiders. Et ces outsiders-là, ce sont en général des joueurs qui rêvent de devenir comme les grandes stars qu'on annonce lors du tournoi, comme les Sadio Mané, comme les Osimhen et j'en passe encore. Donc ces favoris-là ont à cœur de montrer qu'ils sont capables de jouer au football. Ou alors ils veulent montrer leur niveau pour qu'un jour le joueur adverse dise ah, il est pas mal celui-là. Donc c'est pour ça qu'il y a des résultats aussi difficiles. Et le football a tellement évolué et il y a la mondialisation qui est en place via les réseaux sociaux, via la libre circulation des personnes, qui fait que aujourd'hui, vous pouvez trouver un joueur éthiopien en première ligue. Vous pouvez voir un joueur zambien qui évolue dans le championnat de France ou en Espagne ou d'autres. Donc ça réduit les écarts. Et c'est ce qui nous permet d'assister à des matchs aussi compétitifs aujourd'hui et avec autant de surprises. Vous savez que vous êtes devenu un mème? Un sticker sur... C'est vrai? C'est vrai. Une réaction, vous étiez comme ça. Ah, je suis comme ça. Oui, comme ça pendant le match. Je fais ça souvent. Hein. Quand je suis agacé, quand je suis frustré, quand je suis... Ah. Alors, et là, c'était une photo qui était prise pendant le match Côte d'Ivoire-Guinée équatoriale. Elle aurait pu être prise pendant le match Côte d'Ivoire-Nigeria aussi. Et Côte d'Ivoire-Guinée-Bissau parce que je vis le match de manière très intense. Très intense. J'ai vraiment du mal à rester assis. À rester mesuré. Non, mesuré, je peux le rester, mais c'est quand même mon pays, c'est quand même un maillot que vous avez porté, que j'ai porté pendant des années. C'est quand même ce sont mes petits qui jouent, donc je suis un peu comme un papa poule pour eux. Donc pour moi, c'est dur de les voir souffrir. C'est dur de les voir souffrir. Qu'est-ce qui est plus difficile, être sur le terrain ou dans les gradins? Le plus difficile est d'être sur le terrain parce que quand on est dans les gradins, parce que sur le terrain, on a les moyens, on a la possibilité de changer la narrative. Tandis lorsqu'on est supporter et qu'on assiste, on ne peut qu'assister. On ne peut que supporter, on ne peut que qu'encourager, on ne peut que. Donc on est limité. D'ailleurs, en parlant d'assister, il y a une autre vidéo aussi qui est devenue virale où un supporter des éléphants vous appelait. Il a dit Didier, va jouer. Les Ivoiriens adorent ça. Ils adorent ça. Et ensuite, il y avait marqué maintenant tu sais ce que ça fait d'être supporter Amazo. Bien sûr, je vois tout ça, mais ça me fait rire et en fait c'est beau parce qu'il y a une vraie communion entre les joueurs et le public. Et ça, c'est quelque chose de magnifique. Et bien sûr, on n'est pas stupide. Nous, joueurs, on sait ce que ça représente pour les Ivoiriens, la CAN. Vous avez donc conscience. On a tellement conscience. On a tellement conscience qu'on décide de venir jouer pour la Côte d'Ivoire pour leur faire plaisir. Donc, faut pas se tromper. Ces joueurs qui sont là ont décidé de venir représenter un drapeau, un pays, des supporters, une nation. Et ce serait trop facile si on gagnait tout. Dans ce cas-là, tout le monde voudrait venir jouer pour la Côte d'Ivoire. Mais tu peux perdre.
quand on va jouer comme ça, chaque équipe, chaque représentant veut rendre sa nation fière. Et je dis toujours, il n'y a qu'une seule coupe, hein. Et là, il y a maintenant combien? 50, combien d'équipes? 40, 42 équipes? 42, 40, ouais, c'est ça, 42. Bon, maintenant, si tout le monde doit gagner, on découpe la coupe en petits morceaux. Comme ça, tous les Ça supporters fait un seront chocolat. contents. Voilà. Et il y aura plus de tension, il y aura plus de supporters maso, tout le monde sera content. Mais c'est ça, il y aura plus de saveur. Et puis moi, j'aurais 2 coupes du coup parce que moitié camerounaise, moitié ivoirienne. Voilà, donc tout Voilà. le monde serait content. Mais c'est pas comme ça, le C'est football. pas la vie. C'est pas la Ni la coupe, vie. c'est pas le chocolat. Alors, plusieurs anciens joueurs ont abordé des carrières de manager d'équipe, Oui. que ce soit en Afrique ou même à l'étranger. Je pense par exemple à Thierry Henry, Yaya Touré, Yaya Touré, tout à fait. Kolo Touré aussi, pour parler des joueurs ivoiriens qui se sont lancés dans le management. Est-ce que ça vous tente? En tout cas, ce n'est pas je ne l'ai pas envisagé. D'accord. Je ne l'ai pas envisagé parce que j'estime que c'est un métier qui demande beaucoup, beaucoup, beaucoup de, de don de soi. Mhm. Et c'est un métier dans lequel tout ne dépend pas que de nous. Et la responsabilité, malheureusement, est souvent portée par l'entraîneur, là où les performances du terrain ne sont pas forcément Le reflet. le reflet de la semaine de travail. OK? Et je suis tellement orgueilleux que oui, je pourrais le faire, mais sur une courte durée. Mais en faire mon métier ouais, j'ai déjà plus de cheveux. Alors, si jamais je me lance dans le métier de coach, qu'est-ce que je vais faire? Comment je vais faire? C'est fini. Mais moi, je suis sûre que même les supporters de Chelsea seraient d'accord hein, pour que vous veniez. Alors, pour une courte durée, je pourrais l'envisager. Donc, envisager Mais pour ça, il faut passer des diplômes. aussi. Et Ouais, il faut avoir une légitimité. Et j'estime ne pas avoir la légitimité pour m'asseoir sur un banc de touche et dire à qui que ce soit, hey, fais ci, fais ça, fais ci, fais ça. Je n'ai pas l'expérience ni la légitimité. C'est sûr que j'ai une expérience terrain qui me donne le droit d'avoir un regard objectif ou pas, selon les uns et les autres, sur un placement, sur un choix d'entraîneur, sur différentes choses. Mais de là à dire que je veux être coach. Moi, j'ai beaucoup de respect pour les entraîneurs parce qu'un entraîneur ne sait pas si, pendant la semaine, là, il ne sait pas toujours si son joueur est blessé ou pas, parce que le joueur peut cacher une blessure. Ça arrive? Ah oui, pour pouvoir jouer, Pouvoir un jouer quand joueur même, peut et cacher pour une pousser ses blessure, limites. pousser ses limites et ensuite se blesser gravement et être absent pendant 5-6 mois. Et qui pâtit de ça? Le coach. Euh, un joueur peut s'embrouiller avec sa femme chez lui, le coach n'est pas au courant, il a dormi dans le canapé, il n'est pas en forme, mais le jour du match, il n'est pas performant, le coach ne sait pas. Qui on pointe du doigt? Le coach. Je suis pas prêt à ça. Bon, Je veux assumer mes prises de position, mes décisions. Je suis prêt à les assumer. Et je pense qu'en tant que leader, j'ai eu la chance d'être un des leaders de l'équipe nationale et un des leaders de toutes les équipes dans lesquelles j'ai évolué. Et à chaque fois que j'ai pris la décision de m'engager, que ce soit sur le terrain, de dire bon les gars suivez-moi et si ça se passe mal c'est moi, j'ai pu les assumer parce que j'étais sur le terrain, que je pouvais avoir je pouvais agir sur les résultats de manière positive sur le terrain. Donc non, c'est pas pour moi, non. très bien. Et qu'est-ce que vous pensez aujourd'hui on a parlé un peu du football africain, de comment justement cette compétition peut surprendre parce que tout le monde veut prouver sa valeur aujourd'hui. Mais qu'est-ce que vous pensez plus particulièrement du football ivoirien, de la nouvelle génération qui est là, de vos bons petits comme vous les avez appelés? Je pense que le football ivoirien a de beaux jours devant lui. Son équipe nationale, du moins. Mais pour que ça se matérialise, il va falloir vraiment, et je l'ai dit déjà il y a 5-6 ans, repenser le football ivoirien. Comment? Peu importe comment, ça ce n'est pas à moi de le décider, je n'ai pas la science infuse, mais
après avoir voyagé pendant plus d'une vingtaine d'années partout dans le monde, avoir vu ce qui se faisait en Espagne, en Allemagne, en France, en Angleterre, en Chine, aux États-Unis, en Afrique, je suis à même de pouvoir dire que on n'est pas sur le bon chemin. Si on continue comme ça, on va terminer comme l'Uruguay il y a 20 ans, qui à l'époque était une des grandes nations sud-africaines avec les Enzo Francescoli et qui après ça, boum, a plongé. Le Pérou plongé. Des nations africaines comme le Zaïre à l'époque, qui était une des grandes nations du football, qui a plongé. Parce qu'on n'a pas repensé notre football et ces nations-là reviennent. Pourquoi? Parce qu'elles ont fait justement ce constat et elles ont repensé leur football. Nous, on continue encore à agir comme il y a 20 ans lorsque Didier Drogba, par exemple, arrivait en équipe nationale. C'est pas possible. On n'évolue pas, on n'avance pas. On n'avance pas. Si, par exemple, Instagram et Twitter restent les mêmes pendant 30, 40 ans, vous allez vous lasser à un moment donné. C'est sûr. Et d'autres applications vont venir les dépasser. Bon, on l'a vu avec TikTok. Voilà. Donc, ce sont des cycles de vie qu'on doit respecter. Et si on ne respecte pas les opportunités qui se présentent à nous lors d'échecs, pour rebondir, pour reconstruire, c'est pas lorsqu'on va remporter une CAN de temps en temps qu'on va dire ah il faut repenser le football ivoirien. On va dire non, tout va bien. Et ça sera là où qui cache la forêt. C'est vrai. Donc je pense que ces jeunes-là ont un avenir positif, mais il faut qu'on travaille vraiment sur le long terme. Il faut qu'on arrête de prendre des entraîneurs pour 2 ans, 1 an, 2 ans, et puis on va voir ce qu'ils vont faire. Le Sénégal est le meilleur exemple aujourd'hui. J'allais le dire. Ça va faire quasiment 10 ans qu'il est avec l'équipe nationale. Et pourtant, avant de remporter la CAN il y a 2 ans, il a connu échec sur échec sur échec sur échec sur échec. Mais ils l'ont gardé, ils l'ont confirmé. Et ça lui a permis de quoi? Ça lui a permis non seulement de structurer, mais de se dire, bon, ce joueur-là, dans les matchs difficiles, il ne répond pas présent. Pourtant, il est fort, hein. Il est très fort. Il est doué, mais il ne répond pas présent. Je le mets sur le banc. Je mets un autre joueur qui est peut-être un peu moins bon, mais qui va répondre présent, qui va tout donner lors de ce match-là. Ça sert à ça, garder un entraîneur. Pour lui permettre de travailler dans la sérénité, de trouver les bons joueurs pour le bon match, pour le bon système tactique. C'est très important. Ce sont des détails, mais qui ont leur importance. Et qui font la différence. Et qui font la différence. Alors, bien sûr, on peut avoir des coachs qui vont venir de manière momentanée, pour 1 an, pour 2 ans, qui vont faire des coups, qui vont gagner. Hervé Renard, par exemple, l'a fait en 2014. Il arrive en 2014, il remporte la coupe en 2015. Après, il s'en va. Après, il part. Et qu'est-ce qui se passe de 2015 jusqu'à maintenant? On attend, on est dans l'attente. C'est dur. Voilà. Donc, faisons l'essai au moins une fois pendant 10 ans. Prenons quelqu'un, ciblons-le, prenons quelqu'un qui va travailler. On met une DTN, direction technique nationale derrière forte. Avec une identité de jeu, parce qu'aujourd'hui, si je vous pose la question, quelle est l'identité de jeu de la Côte d'Ivoire, qu'est-ce que vous allez me répondre? On n'en a pas, en vrai. Voilà. Enfin, et je le dis pas parce que c'est la Côte d'Ivoire. On pourrait presque dire pareil pour le Cameroun. Moi, je regarde la Côte d'Ivoire. Je regarde la Côte d'Ivoire. Donc, c'est pour dire que c'est pas ciblé contre les éléphants, mais en vrai, on n'en a pas vraiment. Et quand vous jouez des nations comme le Brésil, comme la France, comme l'Allemagne, comme le Sénégal, aujourd'hui, qui a une identité de jeu, ils ont travaillé le système de formation, ils ont pris leur temps, ils ont signé des partenariats avec des clubs étrangers, et c'est un travail qui a commencé il y a plus de 10 ans. Et qui commence à payer. Et les fruits qu'ils sont en train de récolter aujourd'hui, qui n'ont pas récolté en 2012 lorsqu'ils jouaient la Côte d'Ivoire parce qu'on les tape, parce que nous, on a une génération forte, ni en 2014 parce qu'on les bat, parce qu'on a une génération encore forte, mais ils étaient en train de travailler, en train d'apprendre. Et là, ils arrivent à leur pic. Donc, ça prouve que investir dans le football, pas pour gagner tout de suite. Pour le long terme. Pour gagner. Parce qu'on peut gagner tout de suite, se remplir les poches tout de suite sur un coup. Mais après, pendant 5 ans, 10 ans, 15 ans, vous avez les poches vides. Non, travaillons sur le long terme. Pour qu'on puisse gagner sur les 20, 30, 40, 50 prochaines années. Remporter des titres. Si on fait ça, je vous garantis, je peux signer aujourd'hui avec vous, la Côte d'Ivoire, sur les 15 prochaines années, remporte au moins 3 CAN successives. Ou en moins de 10 ans. J'en suis persuadé. Je crois aussi.
Je Merci. crois aussi. Euh, le super joueur de foot, quelles sont ses qualités? Si on pouvait, par exemple, faire un mash-up de tous les joueurs internationaux, qu'est-ce que vous diriez qui compose le super joueur? Le, le, Le super, le, le fighting spirit de qui? La rapidité de qui, par exemple? Si, c'est comme, un peu comme sur un jeu vidéo. le super joueur, pour moi, il doit avoir la la folie d'un Diego Maradona, d'un Eric Cantona, euh, d'un, pour ne citer que. Il doit avoir le génie d'un Diego Maradona, d'un Ronaldinho, d'un Messi. Mhm. Il doit avoir l'éthique de travail d'un Cristiano Ronaldo, Mhm. d'un Frank Lampard, d'un Yaya Touré, pour ne citer que. Et il doit avoir la folie et le côté joueur d'un Ronaldo Fenomeno, d'un Ronaldinho, d'un Didier Drogba. Aussi. Et il doit avoir cette l'humilité. Il doit avoir l'humilité. Tous les joueurs du monde doivent avoir l'humilité d'un Zinedine Zidane. C'est vrai. Voilà. Très bien. Donc, on a la recette. Maintenant, allez en cuisine et bon courage. Ça, c'est autre chose. On va parler maintenant de l'après-carrière. Vous êtes un jeune retraité, en tout cas retraité des terrains, mais Oui. très actif. On vous a vu commenter les matchs, on vous a vu animer le Ballon d'Or. Est-ce que vous allez le refaire, le Ballon d'Or? Le Ballon d'Or, oui, c'est quelque chose qui me fait vraiment plaisir parce que je prends du plaisir d'abord à le faire. Et puis, c'est un petit challenge pour Mhm. moi, quoi. Juste vraiment pour m'amuser. Et je le fais vraiment pour m'amuser. Et, et je voulais arrêter l'année dernière parce que je me suis dit, ah, c'est bon, j'ai réussi à le faire. Je Ça y est, c'est fait, check. check, je me suis lancé un défi. Est-ce que tu es capable de présenter une telle cérémonie Mhm. et de te prendre pour Nikos et tout? Et puis, bon, je l'ai fait. Voilà, vraiment, vraiment, mais Et bien fait, véritablement, vraiment, je c'était le bien fait. faisais vraiment en m'amusant. Mhm. Et c'est peut-être pour ça que ça s'est bien passé parce que euh, la première fois, je l'ai fait de manière détendue, donc les gens étaient cléments parce que c'était la première, et puis on se dit, bon, un ex-footballeur et tout, ouais, il sait s'exprimer, blablabla. Ok, il n'y a pas de problème. On tape dans le ballon, mais bon, Ça vous agace un peu il sait s'exprimer. oui, en même temps, c'est aussi de notre faute parce qu'on a eu des joueurs par le passé qui ne nous ont pas aidés, mais le monde évolue et les choses changent. Et il y a de plus en plus de joueurs structurés Mhm. et qui, même s'ils ne savent pas forcément s'exprimer, font l'effort d'eux. Et je pense que pour moi, c'était une manière de montrer aux gens que on peut être multitask. C'est-à-dire Absolument. qu'il faut nous sortir de cette étiquette de oui, lui, c'est un footballeur. Bon, ok, il ne sait que taper dans le ballon, il n'a rien dans le cerveau. Non, j'ai été footballeur. Je peux être maçon, tout comme je peux être présentateur télé, tout comme je peux être DJ, comme Djibril Cissé l'est aujourd'hui, C'est vrai. tout comme je peux être dans la finance, comme Mathieu Flamini l'est aujourd'hui. Et, et, euh, et voilà, on sait faire autre chose que taper C'est dans un ballon. vrai. Et donc, pour moi, c'est un exercice qui non seulement m'a fait plaisir parce que présenter une émission, c'est quelque chose qui qui m'a toujours tenté. Mhm. Et puis j'ai pris goût, mais c'est pas une finalité pour moi. C'est pas une seconde carrière finalement. C'est pas une seconde carrière, non. Non. D'accord. Et du coup, à quoi d'autre alors, nous, on voit ce que vous faites à l'écran pendant cette retraite, mais à quoi d'autre est-ce que vous vous occupez? Est-ce que vous avez... Je sais que... Voilà. Ma fondation qui me tient à cœur, Mhm. qui traite des sujets comme l'éducation, la santé et le développement durable. Donc, ce sont des sujets d'actualité. La santé et l'éducation sont des sujets qui sont là depuis des années, mais qui sont toujours, bien sûr, au goût du jour dans nos pays, parce on a besoin du soutien de tout le monde.
Je pense que le meilleur moyen, pardon, d'accompagner les États dans leur travail, c'est tout un chacun pour le bien de notre nation, de nous mettre au service des nôtres. Et je pense que c'est une manière pour moi aussi de rendre aux Ivoiriens, aux Africains, tout l'amour qu'ils me donnent et que je reçois au quotidien. Donc, oui, on essaie de construire des écoles, on essaie de construire des centres de santé, de mettre à disposition des cliniques mobiles pour les populations rurales qui n'ont pas forcément accès aux villes et aux soins. Donc, c'est quelque chose qui me prend du temps, mais qui me passionne. Et je développe d'autres activités à côté aussi. C'est-à-dire que là, je démarre au début février, là, le 2-3 février, je suis propriétaire d'une écurie de courses de bateaux électriques. Donc, Ok. toujours en rapport avec tout le sujet sustainability, pour montrer qu'on peut avoir des sports De de course, vitesse. des sports de vitesse, mais tout en respectant la faune marine et l'écosystème marin. Et voilà, j'ai des coéquipiers, enfin des adversaires entre guillemets comme Tom Brady, comme Rafa Nadal, Marc Anthony, l'ex-époux de De Jennifer Jennifer Lopez, Lopez. Checo Pérez, le pilote de Formule 1. On a chacun une écurie, une équipe, et on va tous s'affronter à Jeddah en Arabie Saoudite début février. Donc voilà, je suis un jeune retraité, mais très actif, très occupé, et parce que je ne sais pas rester chez moi à ne rien faire. Du coup, vous voyagez beaucoup? Je voyage beaucoup, oui, donc je passe beaucoup de temps dans les avions et c'est épuisant, mais c'est passionnant. C'est quoi pour vous votre plus beau voyage? En Afrique ou ailleurs? Pour moi, un voyage est beau lorsqu'on est accompagné des personnes avec qui on a envie d'être. Et pour moi, les plus beaux voyages, ce sont les moments que je passe avec ma femme, mes enfants et les souvenirs qu'on crée lors de ces moments-là. Vous avez une destination comme ça en tête? Du coup, quand vous dites souvenirs concrets en ces moments-là, est-ce qu'il y a une destination qui vous vient particulièrement à Chez moi, l'esprit à la là, comme maison. ça, à la maison? D'ailleurs, vous passez Je, plus de temps où je aujourd'hui? suis ici en Côte En Côte d'Ivoire, ça d'Ivoire? fait 5 ans que je suis ici. Je voyage beaucoup entre la France, ici, l'Angleterre, les États-Unis. Je voyage pas mal. Euh, Mais ça fait 5 ans que mais vous êtes... comme on dit, home is home. Mhm. Et on s'y sent bien. Donc voilà. Le retour s'est bien passé? Oui, il se passe très bien. Ça s'est très bien passé. C'est un retour, mais en fait, j'ai- j'- même en étant parti à l'âge de 6 ans, ça a toujours été chez moi ici. Donc, Mhm. ça n'a pas été difficile non plus. Non. Ok. Et est-ce que c'est difficile d'être une célébrité? Je dis ça parce que je repense je sais pas si vous l'avez vu, l'interview avec Mbappé, qui disait qu'il Oui. pouvait plus, par exemple, aller acheter du pain. Ça paraît banal comme ça, mais aujourd'hui, Kylian Mbappé, comment on prononce au Cameroun, Kylian Mbappé ne peut plus aller acheter du pain parce que célébrité. Est-ce que pour vous, ça a été difficile aussi de devenir une célébrité ou de l'être encore aujourd'hui? En fait, ce qui est difficile, ce n'est pas tant bon, le mot célébrité, lorsqu'on n'est pas connu, on en parle, et puis ça, c'est plutôt abstrait. Et quand du jour au lendemain, votre vie change, mais votre vie change parce que vous êtes performant dans votre domaine, mais votre vie change aussi parce que le regard des autres change. En fait, vous restez le même, les autres vous regardent de manière différente, avec un œil différent, et tout de suite, on se dit, waouh! En fait, non. En fait, on veut pouvoir aller à la boulangerie et prendre notre pain, notre baguette, notre pain au chocolat, nos croissants, comme on le faisait avant. Et puis, bah, du jour au lendemain, la boulangère qui, avant, vous regardait à peine et vous donnait elle fonctionnait vraiment de manière machinale, très académique, très machinale. Et bah, du jour au lendemain, bah, avant de vous donner le pain ou la baguette ou le croissant, bah, on vous fait un speech de 10 minutes. Et pourquoi l'équipe n'a pas joué comme ça? Mais pourquoi À ce ceci? moment, j'étais Pourquoi dans la cela? photo, Pourquoi mais ça peut cela? aussi être dans la réprimande. Ah, mais dans tout, dans tout, je me souviens avoir pris un vol, ça m'est arrivé plusieurs fois même, hein,
le vol du soir d'ici pour la France, et à 5 heures du matin, je suis encore en plein sommeil, et on vient me réveiller pour me demander une photo. Là, c'est dur. Et qu'est-ce que vous avez fait ce jour-là? Bon, on essaie d'expliquer de manière très gentille et très polie, en serrant le visage comme ça. Que ça va être Que, possible. non, voilà, quoi, je veux dire, ça va pas, quoi, ça va pas, là. Donc, mais en général, les gens comprennent. Les gens comprennent, quand on est très pédagogue, les gens comprennent, mais c'est vrai que le plus difficile, c'est le regard des gens qui change vis-à-vis de vous, et souvent, on ne sait plus qui est qui. Qui vient nous voir, pourquoi, dans quel but, pour notre bien ou pour leur propre bien. Et là, le travail qu'on a à faire, c'est celui-là, c'est d'arriver à percevoir les bonnes et les mauvaises personnes. Et la difficulté est là. Vous avez perdu des amis quand vous êtes devenu célèbre? Oui, mais c'était pas des amis. On dit comme ça. C'est pas des amis, et généralement, ceux qui sont des amis, leur regard ne change pas. Le regard vis-à-vis de vous ne change pas. Et ils sont toujours là. Ça, ce sont ceux qui étaient là avant qu'on dise Didier Drogba. Ceux qui étaient là quand on disait Didier ou Tito. Ils sont là. C'est comme ça qu'on vous appelait plus jeune? Non, oui, c'est ma mère qui m'a appelé comme ça. Ceux-là sont toujours présents. Mais les autres que j'ai rencontrés en cours de route, certains sont encore là parce qu'il y a bien sûr de magnifiques personnes parmi elles. Mais certaines personnes sont encore là. Mais d'autres... et ça, c'est la sélection naturelle. Et j'adore ça. C'est vrai. Ouais, le tri se fait naturellement. Donc, on n'a même pas besoin de s'égosiller. Oui, d'avoir des conversations. Non. Pourquoi ça se fait tout seul? Non. Et les avantages, alors, à la célébrité? Les avantages, c'est que on a accès à beaucoup de choses. On se voit offrir des verres, on se voit offrir des vêtements, on se voit offrir des chaussures, on se voit offrir plein de choses. Parfois, c'est gênant. On nous permet de passer devant les autres. Alors, quand il y a une queue ça vous gêne immense, un peu quand il y a une queue immense et qu'on fait... non, mais Regarde. c'est gênant parce que j'ai été dans cette position aussi. C'est vrai. Donc, je vous le dis, nous, on change pas. C'est le regard des autres qui change. Donc, on nous autorise des faveurs, on nous critique aussi, mais les gens ne savent pas ce qu'on vit au quotidien. Je rencontre des personnes qui ont dit, allez, Didier, la dernière photo. Dernière photo pour lui, mais pour moi, il m'en reste 2000 encore à faire. Donc, faut vivre avec ça. C'est pas facile, mais je pense que il y a plus d'avantages à performer et à vivre cette célébrité que d'inconvénients quand même. Et quelle est l'action qui vous manque le plus, en guillemets, que vous ne pouvez plus faire? Kylian Mbappé disait que lui, c'était acheter du pain. Vous, ce serait quoi? Bon, il y a beaucoup de choses que je ne peux plus faire. Mais est-ce qu'il y en a une qui vous manque particulièrement? Je pense alors, pendant 20 ans, j'ai pas pu mettre un pied dans un cinéma, par exemple. Oh, wow. Pour moi qui, en plus, suis actrice aussi, ouais, ce serait dur. Ce serait très dur. J'ai mis beaucoup de temps à pouvoir retourner dans un cinéma et pouvoir m'asseoir tranquillement et vraiment regarder mon film, profiter et tout, avec mes enfants. J'ai mis du temps. Ce sont d'ailleurs eux qui m'ont poussé à y aller. Je leur disais, à retenter l'expérience. Ça va être difficile. Et en fait, on appréhende. On appréhende. Et puis après, je me dis, bon, une fois la carrière terminée, c'est plus chill, c'est plus tranquille. Mais en fait, non. Pas du tout. Mais on va pas s'en plaindre quand même. Je pense que, je le répète, il y a plus d'avantages que d'inconvénients. Donc, on dit merci à Dieu. Quel conseil vous donnerez à un jeune, pas forcément qui veut se lancer dans le foot, mais un jeune qui cherche un peu sa voie, qui ne sait pas encore vraiment ce qu'il veut faire dans la vie, mais qui sait qu'il a une forte envie de réussir, de percer? Bah déjà, il est en mode entrepreneuriat, parce qu'en fait, c'est de l'entrepreneuriat. Avoir envie de réussir, commencer un projet, croire en son projet, c'est ça, c'est le départ, c'est de l'entrepreneuriat. Et indirectement,
Je suis dans l'entrepreneuriat depuis mes 15, 16 ans, mes 11 ans, depuis mes 11 ans. Et ça n'a payé que 10, 15 ans plus tard. Et c'est souvent ça les cycles. Alors bien sûr, il y a des entrepreneurs qui se lancent et puis le lendemain ont une ascension fulgurante, ça arrive. Mais ce que je conseillerais à ces jeunes, et encore une fois, je n'ai pas la science infuse, c'est un, de croire en soi. Ça, je pense qu'ils l'ont puisqu'ils sont déterminés. Deux, malgré la confiance en soi, se remettre en question. Ça, c'est la clé du succès. Être capable de se remettre en question. Qu'est-ce que je n'ai pas fait de bien? Parce que souvent, on va se dire, non, moi, j'ai tout fait, hein. Mais ce sont les autres, bon, c'est J'ai le tout coach. essayé. Moi, j'ai tout essayé, mais lui, il n'a pas voulu me financer, ou lui, il n'a pas voulu ceci, et truc. Et, euh, toujours avoir ce côté, joueur, mais compétiteur en même temps. Je pense que c'est quelque chose qui ne me quittera plus. De par les différentes rencontres, de par les différents entraîneurs que j'ai eus, de par mes différentes performances, les différents challenges que j'ai eu à relever, c'est quelque chose qui ne me quittera plus et je pense que c'est un bon bagage que j'aime avoir avec moi. L'autre bagage que j'apprécie beaucoup, c'est cette capacité d'adaptation. J'en parlais tout à l'heure lorsque je dis que j'ai dû m'adapter à chaque fois dans une nouvelle ville. En changeant de ville, en changeant de club, Oui. etc. Donc, c'est le sport en général, c'est l'école de la vie en fait. Voilà, je peux résumer ça ainsi. Le sport, c'est l'école de la vie. Et j'ai appris d'ailleurs que vous étiez un coach très rigoureux. Je l'ai Ah, appris en regard. ah bon? Ah, J'ai appris que vous étiez un coach très rigoureux. ah, vous voulez des Très résultats? difficile. On n'a pas de résultats sans suer. Donc, non, 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 ça, c'est un petit clin d'œil à ma femme. Je suis J'ai beaucoup aimé. oui, c'est une vidéo qu'elle a postée pour me vendre, pour montrer à quel point j'étais dur avec elle. Mais croyez-moi, je suis pas dur, hein. Je suis quelqu'un de cool. J'ai plus tendance à croire la vidéo, Non, sincèrement. mais elle veut des résultats. Donc, Donc, voilà, il faut, y aller. j'essaie de remplir ma mission. Alors, on a donné les conseils aux jeunes. Maintenant, quels conseils vous donnerez à quelqu'un qui souhaiterait être un modèle pour la jeune génération? Waouh. Est-ce que vous pensez vous-même être un modèle pour la jeune génération? Commençons par là. Je ne sais pas si je suis un modèle pour la jeune génération, mais je pense que j'ai accompli certaines choses qui m'ont involontairement et inconsciemment euh, mis dans cette posture. Donc, je sais pas, oui, je sais que j'ai une responsabilité. Je me suis mis des responsabilités sans le vouloir. En fait, j'ai été moi-même. J'ai été moi-même et c'est peut-être ça j'ai toujours été moi-même. Euh, On m'a souvent demandé, non, mais tu sais, il faut faire ça, il faut les codes, et ceci, et cela. Ok, je le fais quand il le faut, mais j'essaye de rester authentique, de rester moi-même. Parce que au final, quand on enlève tout ça, là, tous ces artifices, tous ces interviews, le monde, quand on rentre chez soi et qu'on est face à son miroir, on sait qui est en face de soi. On ne peut pas se mentir. Donc moi, j'ai tout fait pour rester, je fais tout pour rester moi-même. Et ça plaît à certaines personnes. Donc je pense que certains se retrouvent où il y a des petites choses qui voient dans ma manière d'être, dans mon comportement, qui leur parlent. Et peut-être qu'ils essaient de s'inspirer de ça aussi, parce que j'ai réussi, entre guillemets, dans mon domaine et dans ma vie. Donc, C'est c'est ça une le conseil, finalement, être fierté pour soi-même. moi de pouvoir inspirer. Et c'est une responsabilité aussi en fait, de rester moi-même. C'est une sacrée responsabilité, mais en fait, c'est très facile pour moi. Voilà. Responsabilité, on va parler enfin de votre engagement envers la société à travers votre fondation. On l'a évoqué tout à l'heure, la fondation Didier Drogba.
On a parlé un peu des actions, on a parlé de tout ce qui est éducation, santé, développement durable. Je sais qu'il y a un projet de Drogba Arena qui arrive. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Non. Quand ça sera là, ça sera l'occasion de faire une deuxième interview, par exemple. Alors, parce que je crois que c'était en partenariat avec Premier Bet et du coup, ils voulaient que vous en Ah, parliez un petit peu. en fait, fallait botter en touche. Non, c'est eux ils ont dit que c'était bon. Non, non, non. Alors oui, effectivement, c'est ce projet. En fait, je n'aime pas trop parler de projet parce que souvent, on vous met les bâtons dans les roues avant que le projet ne soit réalisé. Et deux, tant que c'est pas fait, moi j'aime bien faire et puis dire voilà, j'ai fait. C'est pour ça que j'ai eu cette réaction. Mais vu qu'on est dans une interview avec mon partenaire Première Bête, effectivement, on peut en parler parce que j'ai déjà vu les dessins et tout. Et je pense que c'est vrai que beaucoup de gens disent mais pourquoi Didier Drogba, une figure aussi emblématique, incite les gens, les jeunes à parier. Alors, je pense que c'est une responsabilité de tout un chacun et c'est aussi la responsabilité des parents d'éduquer leurs enfants dès le plus jeune âge, puisque j'étais confronté au pari moi aussi dans mon jeune âge, mais mes parents m'ont éduqué et je n'ai pas suivi cette direction. Euh, et j'ai su faire la différence, à quel moment je peux commencer, à quel moment je dois m'arrêter. Et puis voilà, dans tout dans la vie, il faut être mesuré. De la discipline. Il faut de la discipline. Donc c'est cette discipline-là qui me permet de temps en temps de jouer. Et puis les paris, c'est quelque chose qui est dans le monde depuis des années, des années, des années-lumière même, je vais dire, parce que le monde a évolué comme ça. Mais il faut le faire de manière raisonnable. Et, et j'ai accepté justement parce qu'il y avait ce côté social où on redonne aussi aux communautés et créer des arénas pour que les jeunes puissent jouer, puissent pratiquer du sport. Lorsqu'on sait qu'aujourd'hui, plus de la moitié de notre population a moins de 25 ans, et cette jeunesse-là est inactive et tout le temps sur les réseaux en train de communiquer, mais ne pratique pas de sport. Il faut les pousser à ça et c'est aussi une alternative que Première Bête propose par la création de ces arénas. C'est important pour vous de redonner à la communauté? Oui, j'en ai parlé tout à l'heure. Tout simplement parce que j'estime être un privilégié. Et si je peux permettre à une ou deux personnes de pouvoir vivre le même rêve que moi, ou ne serait-ce qu'un instant rencontrer leur idole et vivre un moment exceptionnel, vraiment, si je sais ce que ça représente, c'est pour ça que je m'engage dans cette direction. Quel est votre plus gros regret? Mon plus gros regret, il sera sportif, parce que je n'ai jamais réussi à atteindre mes objectifs avec l'équipe nationale. Enfin, à atteindre un de mes objectifs avec l'équipe nationale. La coupe? Qui était de remporter la CAN. C'est sportivement mon plus gros regret. Oui. Et Est-ce que vous avez regretté d'être parti en 2015? 2014? En 2014, pardon. Ouais. Non. Non. Non, même parce que... malgré le fait qu'ils aient remporté la coupe juste après. Alors, je n'ai pas regretté mon départ parce qu'il s'est fait dans des conditions que je ne dévoilerai pas ici. Il n'y a même pas besoin d'en parler parce que ça fait partie du passé. Mais c'est vrai que j'aurais tellement... C'est pas un regret genre amer, j'aurais tellement voulu communier avec eux parce que je sais par où on est passé pour pouvoir gagner cette coupe-là. On est passé par tellement d'épreuves, on a vécu tellement d'injustices de la part de nos adversaires, mais aussi de la part de nos propres supporters qui nous ont qu'ils en ont tellement voulu, alors qu'on donnait tout à chaque fois, que j'aurais voulu être avec eux ce jour-là. Mais ma fierté,
Et pareil, j'en Oui, ai pas des frissons. Ma fierté, c'est que tous ceux qui ont remporté cette coupe-là, à un moment donné, m'ont appelé et m'ont dit, le vieux, c'est pour toi. On l'a fait, c'est pour toi. Et ça, c'est ma plus grande fierté aussi. Donc, vous voyez, ça atténue mes regrets. Mm. Voilà. C'est la première fois que vous en parlez. En tout cas, c'est la première fois que je vous entends en parler. Oui. Beaucoup de la génération dorée, hein, comme on vous appelle, nous ont retransmis ces propos de vous. Donc, on sait que c'était votre sentiment. Mais je suis contente de vous entendre le dire avec vos propres mots. Oui, merci. Oui, c'est la vie, c'est comme ça. En fait, je suis fier d'être ivoirien. Je suis fier de ce pays. Je suis fier de, de, de la joie que les Ivoiriens nous donnent, nous procurent à chaque fois. Comme on dit, Abidjan le plus doux au monde. Foncez. Même dans la détresse, dans la tristesse, on est là, on arrive quand même à garder la tête haute. On essaye de tout faire pour garder la tête haute. Et ça, c'est typique aux Ivoiriens, c'est typique à l'Africain. C'est typique à l'Africain. Et c'est pour ça que euh, ça a été une fierté pour moi de porter ce maillot orange là et de représenter, d'être un privilégié, de faire partie des 23 sur plus de 25 millions à l'époque d'Ivoiriens à pouvoir représenter notre nation. C'est fort. C'est votre plus grande fierté, C'est ma plus grande fierté. avoir porté le maillot. Ah oui. Très bien. Du coup, de quoi est-ce que vous voudriez qu'on se souvienne quand on dira Didier Drogba dans 30, dans 40, dans 50 ans? C'est dessus on va terminer ce moment ensemble. De quoi est-ce que vous voulez qu'on se souvienne quand on pensera à vous? Euh, Vraiment, je sais pas, je vous renvoie à la question. Dans 40 ans, comment parlerez-vous de moi? Qu'est-ce que vous direz? C'est plus facile parce que moi, c'est difficile pour moi de dire, ouais, je veux qu'on me souvienne de ça, qu'on se souvienne de ça, ça. Oui, moi non plus, je m'y attendais pas. Donc, vous voyez la délicatesse. J'entendais pas ça. Alors, une Vous n'avez vraie... pas répondu, hein? Oui, j'y viens. Ah, d'accord. Une vraie question, par contre, que tout le monde m'a dit de poser quand on a su que j'allais vous rencontrer, c'est quoi la skincare routine? La skincare routine. Oui, tout le monde veut connaître la skincare routine. J'ai mis, comment on appelle ça? Je mixe le beurre de karité et puis un peu de crème neutre. Oui, C'est tout? c'est tout. Du beurre de karité, produit naturel. Et c'est tout. En fait, il n'y a pas de skincare routine. En fait, quand vous rencontrez ma mère, si vous rencontrez ma mère, vous comprendrez qu'en fait, voilà, c'est mon C'est frère. En fait. sanguinaire, comme Voilà, c'est sanguinaire, voilà. C'est sanguinaire, comme on dit. Voilà. C'est dans l'ADN, on va C'est dire. dans l'ADN. Donc, il n'y a pas de skincare routine, hein, il n'y a rien. Beurre de karité et puis une crème neutre pharmaceutique, c'est tout. Et puis boire de l'eau et s'occuper de ses oignons. Boire beaucoup d'eau. Boire beaucoup d'eau parce que en fait, le foie est un organe très important. Le foie, en fait, élimine, c'est comme la vidange, la poubelle du corps. Le foie élimine toutes les saletés qu'on a dans notre corps, toutes les toxines et sont ces toxines-là, lorsqu'elles restent, souvent on se retrouve avec vous voyez, des boutons dans le dos, on a il faut souvent régénérer le foie. Donc il y a des petites cures à faire pour avoir une peau plutôt saine. Voilà. Okay. Donc boire beaucoup d'eau, du beurre de karité et avoir les bons gènes de maman. Voilà, c'est tout. C'est bien. Et ce dont moi je me souviendrai toujours de vous, c'est votre authenticité, vraiment. Merci. Ça a toujours été, que ce soit dans dans vos célébrations de but, Ah. que ce soit dans vos célébrations de but à l'époque, que ce soit même dans vos interviews après, dans vos refus d'interview aussi. Ah ouais? C'est déjà arrivé que vous refusiez de parler. Et ça a toujours été non, non. Là, non. Et quand on entend ce non, on sait que faut pas pousser. C'est pas le moment, en fait. Voilà, c'est pas le moment. C'est pas le moment. C'est vrai. Je pense qu'il faut pas parler pour parler. Il faut pas être là. Faut pas être partout juste pour être partout. J'en vois pas l'intérêt. Et puis c'est redondant. Et puis je veux dire, se répéter à chaque fois. Au bout d'un moment, il y a même plus d'authenticité. Il y a plus rien. Donc, j'aime aborder des sujets importants. J'aime parler d'autres choses que de football aussi, parce que
oui, ma vie a tourné autour du football et tournera toujours autour du football, mais j'ai d'autres centres d'intérêt et j'aime débattre, j'aime varier. Et est-ce que vous avez aimé cet échange? J'ai apprécié cet échange, oui. Merci beaucoup. J'en suis ravie. Merci beaucoup. Et j'ai apprécié que vous soyez le premier invité de Proudly African, le podcast by Première Bet. Merci de nous avoir suivis. Merci On vous beaucoup. dit à très bientôt. À Merci très de nous bientôt. pas. Merci. À bientôt.